met de l'argent pour l'activité économique, pas pour aménager la planète. C'est ça. C'est exactement l'intérêt de cette rubrique qui pose la question de quel avenir pour l'humanité, c'est-à-dire d'abord quel avenir pour la planète et le monde, c'est-à-dire de quel est le monde que nous souhaitons, et du coup quelle humanité pour ce monde-là, qui va faire découler ensuite un certain nombre de décisions. Donc de votre point de vue, ça serait quoi? Comment vous répondriez à ça? Ah ben, moi, l'idée centrale à laquelle j'aboutis, c'est l'idée jardin planétaire. Et en cela, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'expression développement durable. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un oxymore, une contradiction dans les termes. Développement et durable. Développement et durable. Mais en plus, quand on dit développement, ça place complètement sous silence le fait que nous sommes une partie de la biosphère et que donc nous devons avoir une relation avec les autres êtres vivants qui n'est pas seulement une relation de prédation, mais qui est aussi une relation de préservation. Non seulement de préservation, mais d'amour. Je veux dire, le jardinier est un amoureux de son jardin. Il est en symbiose avec le jardin, de même que l'abeille est en symbiose avec la fleur. Je veux dire. Donc c'est pas du tout utilitariste. C'est beaucoup plus l'attitude intérieure et la remise en cause des finalités qui est là devant nous. Parce que si nous n'avons pas cette symbiose avec la nature, je veux dire, beaucoup de gens le disent, hein, l'espèce humaine peut toujours exploiter la nature, détruire la nature reviendra et l'espèce humaine sera peut-être plus là. Hein. Donc ça, je dirais, c'est une façon de dire logique, mais le problème, il est beaucoup plus profond que ça, il est dans la spiritualité. Là, justement, avant d'aller sur ce point-là, ce que vous amenez, je reformule, ce que vous amenez comme point fondamental de changement de paradigme, c'est qu'on sort d'un modèle justement de développement, croissance, progrès, de modernité qui était j'utilise et j'exploite la nature vers une interrelation et on accepte et on reconnaît qu'on fait partie du système vivant et qu'on est en interaction et qu'on est un morceau du vivant. Ça, c'est un premier point qui est quand même radicalement différent. On change de point de vue. Et puis, vous amenez autre chose, c'est qu'on était dans une segmentation où tout ce qui est public est quelque part relativement sérieux et rationnel et n'est pas émotionnel. Et en apportant cette notion de symbiose, donc interaction et d'amour, donc on rentre dans un champ beaucoup plus holistique, c'est-à-dire où l'être humain retrouve sa connexion et retrouve ce qui le fait vibrer, et donc cette qualité d'amour qui était jusqu'ici exclue depuis quelques siècles. Enfin, on le gardait dans la sphère privée, ce genre de propos. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose de radicalement différent. Oui. Et vous amenez le troisième point, et je vous redonne la parole, sur cette question d'intériorité qui va faire la différence, et où vous placez cette dimension de spiritualité qui, elle aussi, avait été largement occultée. Oui, enfin dans les pays occidentaux, c'est-à-dire les pays qui ont pratiqué le fétichisme de la monnaie. Et qui ont envahi dans l'imaginaire, voilà, c'est ça, tout le reste du monde. Qui ont plus ou moins contaminé le reste du monde. Je me souviens d'avoir pris connaissance de la philosophie indienne, selon Gandhi, et selon Vinoba, qui était un peu l'intellectuel de l'équipe de Gandhi. Moi, je suis allé trouver Vinoba, tu sais que tout le monde pouvait lui poser une question, et donc il avait lancé le mouvement de la persuasion. Alors j'ai posé une question, j'ai dit, est-ce que la persuasion pourra être suffisante pour transformer la technologie lourde en technologie villageoise, puisque c'était tout le mouvement du village technology à l'époque. Ils avaient fait des instruments pour l'autonomie des villages, pour avoir leur source d'énergie, même leur continuer à filer, etc. Alors il a lu la question, et puis il s'est redressé. Il y avait plein de monde dans la salle. Hein. Il a dit « Persuasion
plus teaching, c'est persuasion plus l'enseignement. Alors à ce moment, je me suis dit, mais enfin, comment est-ce qu'on persuade les enseignants? Et puis 2 jours après, je me suis rendu compte que pour un Indien, quand on disait les enseignements, c'était pas... Mais c'était au niveau spirituel. Post cursum animal triste, comme c'était les grands enseignements. Ouais. Et c'était cette vision de Gandhi, Kumarappa, Vinoba, etc., elle a été en Inde petit à petit grignotée par le monde du business. Encore qu'elle subsiste à certains endroits. Mais ça montre bien où est le problème. De même, en Chine, le monde du business a explosé et la philosophie taoïste ou confucianiste mais là, c'est intéressant de voir, présente. De voir comment les flux changent. On a parlé tout à l'heure de flux migratoires, mais en termes de pensée ou de spiritualité, c'est intéressant que ces pays qui sont influencés par notre culture occidentale au point de perdre leurs racines spirituelles, c'est nous qui en sommes maintenant les détenteurs. On a quand même d'excellents sinologues, d'excellents en France notamment, pas que, mais notamment. Donc c'est intéressant de voir comment... Alors en même temps, c'est hors sol, c'est-à-dire qu'un sinologue français ne sera jamais un taoïste chinois. Bon, mais n'empêche que ce qui semble se détériorer d'un côté est repris de l'autre et maintenu, conservé, préservé pour être peut-être réensemencé ailleurs et autrement. Oui, c'est vrai que... En tout cas, dans nos rapports avec la Chine, on a quand même un membre de l'Académie française, François Cheng, qui est chinois, et qui est un grand chinois très, très talentueux, et sa fille, Anne Cheng, qui est la prof au Collège de France, de la civilisation chinoise, qui a d'ailleurs écrit un bouquin sur la philosophie chinoise, 2 livres. La pensée chinoise et la pensée chinoise contemporaine. Qui montre en effet la diversité des courants qu'il y a dans ce pays. Donc vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez de jardin planétaire, vous aviez donc mentionné ce rapport différent de l'être humain maintenant avec la nature, en tout cas c'est souhaité. Et quand vous parliez de spiritualité, qu'est-ce que vous vouliez en dire dans la perspective du jardin planétaire? Je veux dire que quand on parle de spiritualité, il faut faire évidemment très attention parce que on a tendance à dire ah bah oui l'esprit. Encore un qui a décollé et qui est parti dans des spéculations. Non, je pense que ce qui est en cause, c'est vraiment l'espèce humaine liée à la biosphère de façon intime, c'est-à-dire l'espèce humaine comme étant une expression particulière de la vie. Et donc, pour moi, la spiritualité, c'est d'abord le respect, d'abord des autres cultures du vivant, des autres cultures de l'espèce humaine, comme par exemple les Indiens d'Amérique du Sud. Donc on est plutôt du côté de la conscience, en fait, une conscience de soi, une conscience de l'autre et une conscience de l'ensemble. Vous avez tous les enseignements des peuples premiers. Pourquoi les peuples premiers? Parce que ce sont des peuples qui savent vivre en équilibre avec la nature, ce que nous ne savons plus. Donc ils ont des enseignements à nous donner, puisqu'il va bien falloir qu'on se remette en équilibre avec la nature.